Donc, brièvement, nous, cet après-midi, on va vous introduire l'un des projets les plus ambitieux de l'organisation Terriculture, qui est la restauration du monastère de Saint-Jean de Merli en Arménie. Donc, une petite vue qu'on voit en premier plan, c'est le monastère en question ici. Voilà. Donc ça, c'est une image plus ou moins dans l'état dans lequel elle se trouvait en cours de restauration, on va dire. Et une image historique. Donc il y a très peu d'images qui ont été retrouvées, et peu de plans historiques, mais les quelques images datées nous permettent de montrer que le monastère était en fait pas seulement une église, mais vraiment tout un monastère avec différents ensembles. Et avant de passer sur le vif du sujet, on s'est dit qu'une remise en question à l'échelle du territorial et historique était peut-être pertinente pour mieux comprendre. Donc Merli se situe ici, c'est le tout petit point en rouge. C'est la ville la plus au sud de l'Arménie. Donc l'Arménie, petit pays enclavé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et donc il y a un peu cet axe qui nous montre que Merli a une signification relativement importante en termes d'accès. Voilà. D'un point de vue géopolitique, juste pour préciser l'importance de cette région, j'aimerais revenir sur les propos que Kéram a signalés ce matin. C'est notamment deux régions qu'on voit à gauche et à droite, celle du Nakhitchevan, ici, et celle de l'Artsakh. Donc, comme vous le savez, le Nakhitchevan faisait partie de la région du Vaspuragan, dans l'Arménie historique, et l'Artsakh, l'entièreté des territoires ont été cédés suite à la guerre de 2020 et à la restitution des territoires restants en 2023. Et ces deux régions ont notamment été beaucoup touchées en termes de biens culturels. Pardon ? Ce n'est pas une restitution. Restitution forcée, exode forcé. Donc ces deux régions étaient le théâtre d'importants dommages infligés au patrimoine arménien, ce qui renforce d'autant plus l'importance de prêter une attention particulière aux monuments de ce bras. Donc si on zoome sur ce bras, voilà. On voit que Merli, c'est la ville la plus au sud de la région du Sounik, située vraiment à la frontière avec l'Iran. Si on zoome encore, on a Merli qui est à la croisée de deux axes principaux, qui est notamment la route qui mène vers Yerevan, mais aussi le fleuve de Merli qui porte le même nom que la ville, et l'Arax qui signale la frontière entre l'Arménie à gauche et l'Iran à droite, donc nord-sud. Une petite vue depuis Merli, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, on vous encourage. Là, on voit bien du coup l'Arax qui fait office de frontière, à gauche l'Iran, à droite l'Arménie. Si on zoome encore, donc la ville se structure elle-même de part et d'autre de cet axe principal. Donc elle est située environ à 6h30 en voiture de Yerevan, qui est située au nord, la capitale. On a notamment à gauche le Pokoltar, qui est aussi dit le petit quartier ou le quartier historique. Et à droite, le Medstar, qui se dilate un peu plus, qui est le grand quartier. Donc une vue depuis le Pokoltar, donc à gauche, depuis en haut, nous montre aussi que Merli est vraiment comme une sorte d'amphithéâtre urbain, entouré d'une région assez aride. Et cette particularité, on la retrouve aussi dans ses biens culturels principaux. Donc si on zoome sur Merli, on a notamment une forteresse principale, qui s'étale dans les hauteurs et qui culmine la ville, et trois églises, une dans le petit quartier, une dans le grand quartier, donc il y a l'église Sulsalkis à gauche, l'église Sainte-Mère de Dieu, Sulpas Vazazin en arménien, et le monastère de Saint-Jean, situé au nord-ouest de la ville. Et voilà, quelques images pour montrer aussi le caractère architectural de la région, qui est emprunté qui marque en fait par la situation de Merli, qui est à la croisée de différentes influences culturelles, historiques. Ça confère vraiment un caractère très particulier, une singularité à toutes ces constructions architecturales qu'on va revenir dessus. Notamment, donc ça c'est l'église Saint-Jean en question, dans l'état qui a été récupéré. Une photographie historique qui date de 1967. Et à côté, les deux églises que j'ai précitées, donc Sainte-Mère de Dieu, Sulpas Vazazin, et puis Sulsalki, située dans le Pokoltar, qui montrent en fait ces particularités qui font référence aussi à ce que M. Patrick Donabédian a expliqué ce matin, notamment les différentes formes et influences stylistiques de la région. Et si on zoome du coup et qu'on revient sur l'emplacement du monastère, ça c'est la route principale qui mène à Yerevan vers le nord. Et cette route parallèle, c'est l'unique accès qui nous permet de venir sur ce plateau, cette sorte de colline qui surplombe la ville.
Et une autre image qui a été faite par Michael Sambatsan à la fin du 19e siècle nous montre bien un peu le caractère, les différents volumes qui étaient présents. Et donc ça, c'est l'église principale, le narthex qui a très probablement été construit dans un second temps, et les différents édifices qui faisaient office de logis et de lieu de foyer, on peut dire. Et voici un peu l'état dans lequel le bâtiment a été restitué, enfin, au moment où l'organisation Terriculture est intervenue. Du coup, je vais plutôt laisser la parole à Arman, qui va parler des différentes étapes clés du projet. Et Gilles donnera plusieurs précisions sur l'expérience du terrain. Bonjour à tous. Mon rôle va être donc, comme le disait Lerna, de vous présenter un petit peu la chronologie de l'opération, comment ça a fonctionné, comment ça s'est découpé dans le temps. Avec Gilles, on se passera la parole. Gilles présentera la partie postérieure à 2021 et moi antérieure. Voilà, ça, c'est l'état dans lequel l'association récupère le bâtiment. Plus ou moins, il y a un tout petit début d'échafaudage qui a été installé. On voit que c'est un état critique. Et l'enjeu, il est très simple, hein, c'est un effondrement à venir très probable de l'église. Il y a l'angle nord-ouest qui concentre principalement les attentions, qui est complètement effondré. La coupole qui est ouverte en son milieu, et tous les soutènements sur le côté qui retiennent la butte sur laquelle est l'église, qui sont complètement effondrés aussi. Donc ça, c'est le point de départ, du projet. Ça commence en 2015. Tout commence en 2015 et voilà, ça fait, comme on le disait, une dizaine d'années que cette opération est en cours. En 2015, donc, les premières études qui sont lancées, suite au vote et à l'acceptation du projet, après proposition de la famille Manjikian, de ce projet comme étant une préoccupation principale de l'association Terriculture. Et ensuite, voilà, le projet se lance avec les premières études qui sont lancées en 2016, les premiers plans qui sont produits par l'architecte Stepan Nalbandian, qui fait un premier projet de restauration uniquement de l'église. Ce qui va être intéressant de voir sur cette chronologie globale de 10 ans, c'est le découpage en deux parties. Avant 2021, c'est un projet de restauration de l'église, uniquement de l'église. Après 2021, pour des raisons que Gilles évoquera, des raisons malheureuses, on va basculer sur un projet de restauration de tout le monastère, de tout le site. Un petit peu comme on l'évoquait ce matin, la compréhension de l'inclusion d'un monument dans sa périphérie, dans ce qui l'entoure, voilà, et ce qui a guidé aussi ce choix-là de s'intéresser à tout le monastère. Donc cette église du XVIe, XVIIe siècle est entourée par plusieurs petits bâtiments annexes. Le bâtiment qu'on va appeler Est, les bâtiments Sud, ça c'est après reconstruction, hein, mais voilà, c'est pour vous aider à localiser un petit peu le monastère en son ensemble. Le bâtiment nord-ouest, qui sont ici encore en l'état de fouille, et l'église sul Provannes, ici. Voilà. Là, on a déjà le bâtiment sud qui a été reconstruit, mais je vais revenir dessus par la suite. Le chantier débute réellement en 2017. C'est là où voilà, le chantier s'ouvre, après toutes les validations nécessaires et d'usage en Arménie, c'est-à-dire un architecte qui est agréé par le ministère, un projet qui est aussi également accrédité par le ministère de la Culture, un bureau de contrôle qui valide et qui suit le projet, et une entreprise également agréée, toutes les entreprises ne peuvent pas travailler, qui va suivre le chantier. Comme beaucoup ici le savent, le chantier est effectué par les entreprises du bâtiment et aussi par les bénévoles de Terriculture. Il y en a quelques-uns parmi nous aujourd'hui qui viennent chaque été pour les campagnes. En 2017, donc, la priorité est donnée à la consolidation, disons, structurelle des éléments les plus critiques. C'est donc les murs de soutènement nord, ici, qui sont donc derrière l'église, ici, qui retiennent la butte, qui retiennent toute la colline, et donc, a fortiori, l'église qui repose dessus, et la consolidation de l'angle nord-ouest, qu'on appelle, qui s'est effondré. Voilà. Donc là, on a déjà les premiers échafaudages qui ont été installés, et voilà, il manque tout cet angle-là. Ça, c'est une coupe de l'architecte Stepan Nalbandian qui montre, voilà, on voit bien sur cette façade ouest ce qui a été rénové, ce qui a été rajouté, c'est la partie rouge. Il faut savoir que cette partie-là qui est ajoutée ici petit à petit, on le voit, elle utilise d'un point de vue technique pas seulement de la pierre, parce que sinon structurellement ça ne fonctionnait pas a priori, mais aussi du béton pour des questions sismiques actuelles et pour des questions de report de charge structurelle. Donc voilà, on a encore une fois ici cet angle vu de l'autre côté
et la toiture qui va être ajoutée par la suite avec le dôme. En plan, vous voyez bien, cette église à 3 nefs, qui est assez particulière, hein. Patrick Donabédian en a montré beaucoup ce matin, qui n'avait pas forcément ce plan-là. C'est une de ses particularités, c'est aussi pour ça qu'elle a intéressé l'association. Vous pouvez voir ici voilà, les travaux qui ont été menés en 2017 avec les renforts en béton qui après sont recouverts de pierre évidemment pour donner une uniformité esthétique au bâtiment. Une petite vue à l'intérieur du bâtiment avant intervention encore une fois. On voit que voilà, il y a eu des dégradations et puis il y a eu une détérioration progressive du bâtiment qui s'est opérée. Des graffitis, etc. Et puis toutes les peintures murales dont Méliné Megeltichan parlera par la suite, qui sont peu visibles. Un des autres travaux, ça a été la consolidation des piliers, qui sont à l'intérieur du bâtiment et qui retiennent toute la coupole. Il faut comprendre que si ces piliers s'effondrent, toute la coupole s'effondre et il n'y a plus d'église. Voilà. Donc on est encore une fois sur des travaux essentiels, les plus nécessaires et les plus urgents, pour éviter que tout s'effondre. Ça, ce sont des ouvertures. Et une fois ces consolidations faites, on peut passer sur la toiture qui va surplomber tout ce qu'on a refermé et reconsolidé. Cette toiture va être posée donc en 2018. On voit ici encore un bout d'échafaudage et la toiture qui a commencé à être posée, le dôme qui est complété et qui est refermé, et qui va être complété par une coupole. Ici, vous voyez les murs de soutènement dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été finalisés l'année précédente. Et la toiture qui est posée, une toiture en cuivre, avec ici cette coupole. Il faut comprendre que c'est un choix qui a été fait. Voilà, sur la forme de cette coupole, vous avez vu sur les photos anciennes qu'on avait plutôt un aspect de dôme. Le choix de l'architecte et le choix qui a été fait collectivement, c'est le choix de poser cette coupole conique. Donc, encore une fois, quelques vues, une fois sa restauration effectuée. Un autre point, un autre thème essentiel de cette restauration, ce sont les fouilles. Les fouilles archéologiques qui ont été menées, il y en a eu, si je ne dis pas de bêtises, 5 campagnes au total sur les 10 ans d'opération. Ces fouilles, ici vous en avez quelques exemples, elles ont été menées par Arman Nalbandian, l'équipe d'Arman Nalbandian, et elles sont parfois prévues, parfois imprévues, c'est-à-dire qu'au cours des travaux, on découvre un objet, donc on interrompt, et puis c'est les fouilles qui doivent prendre le relais. Ici, vous voyez une jarre qui a été trouvée. Il y a pas mal d'éléments qui ont été déterrés, qui font partie intégrante des découvertes et de ce site. On a ici l'implication des bénévoles dans ces fouilles-là. Voilà un petit élément extrait. Des éléments de vaisselle, des éléments de poterie en terre, en céramique, des choses, disons, du quotidien, et puis des éléments comme des rajkar, certains datant a priori de la fin du XVIe siècle. En 2019, année suivante, on a une intervention de Méliné, donc qui va parler par la suite sur les peintures murales et sur les piliers centraux qu'on avait auparavant consolidés. Et sur l'abside au fond de l'église. Un événement important de cette année 2019, donc ça c'était avant, c'est après, une fois qu'on a refait l'intérieur, la reconsécration de l'église. Je pense que c'est important de noter que, évidemment, c'est un élément symbolique fort, à la fois pour les habitants de Merli, pour l'association, mais aussi ça marque quand même un jalon. L'église est sauvée. C'était quand même l'objectif principal. Disons que le principal de l'Église même a été sauvé. On arrive en 2021-2022 et avant de passer la parole à Gilles, qui a suivi le chantier à partir de ce moment-là, juste expliquer que c'est l'année où on bascule. Comme je vous le disais, c'est l'année où on passe sur un projet paysager, c'est un projet global. Et donc on n'est plus seulement sur la restauration uniquement de l'Église, mais on passe sur un projet global où on va s'intéresser aux monuments alentours. Voilà. Le projet prend une autre ampleur et il le prend aussi grâce à la subvention de l'œuvre d'Orient qui a permis de récolter les fonds nécessaires pour le travail de ces autres bâtiments. Et je vais passer la parole à Gilles qui va vous présenter son travail. Gilles Jean Casparian est un homme du bâtiment. Il a travaillé
essentiellement, qui a fait sa carrière en particulier dans une spécialité qui est l'étanchéification des bâtiments. Il a intégré, il y a bien longtemps déjà, l'organisation de l'agriculture, dont il a été président sur 2 mandats jusqu'à très récemment. Il a entrepris de donner au suivi des chantiers de l'organisation un rythme et une méthode, on va dire, plus aboutie, nouvelle et intéressante, utile. Bon, merci. Je ne sais pas trop si j'ai besoin de micro parce que j'ai un peu une voix qui porte pas mal. On me le reproche assez. Si vous m'entendez, non, vous ne m'entendez pas. Bon, alors je vais prendre le micro quand même. Donc, je suis arrivé sur cette opération. Je la connaissais quand même, bien sûr. Mais je suis arrivé sur cette opération à la fin 2021-2022 parce que c'est l'époque où nous avons eu la grande tristesse de perdre notre architecte d'une manière brutale. Bien sûr, personne s'y attendait. Et donc, il a fallu tout recommencer, pas tout recommencer, mais si, en grande partie, reprendre à zéro, puisqu'il fallait retrouver un nouvel architecte, agréer des monuments historiques, il fallait retrouver d'autres entreprises, enfin recommencer tout à zéro. En 2023, on a commencé la construction des murs de soutènement. En 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. Enfin bon, excusez-moi les dates et moi si je suis un petit peu fâché. Mais c'est pas grave, le principal c'est ce qui se passe. Je suis mécano moi, hein. Je suis pas un machin. Et donc voilà, on a fait les murs. Ces murs ont été faits par, surveillés par M. Vassilian, l'architecte du chantier, avec une entreprise qui s'appelait Vasalt, qui avait été créée pour l'occasion. Ces premiers travaux ont été difficiles. Un chantier, c'est toujours difficile, mais ils ont été difficiles à plusieurs titres parce qu'effectivement, on n'était pas tout à fait satisfait de la manière dont c'était fait, donc il fallait à chaque fois revenir dessus, discuter, etc., etc. Voilà, ça fait partie de la vie d'un chantier, ça va, ça vient, on s'engueule, on repart, et puis ça. Par contre, ce qu'on a quand même déduit, c'est qu'on ne voulait plus retravailler avec cette entreprise. Voilà, ça c'est quand même une chose importante. Donc, il a fallu à nouveau rechercher des entreprises pour faire ce travail. Ce n'est pas facile. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas facile parce que des entreprises, il n'y en a pas des tonnes. D'autre part, il faut que ces entreprises soient agréées par le ministère. Donc, ce n'est pas évident. On a fini par trouver, effectivement, quelqu'un qui nous a pris en amitié. Et on a commencé à travailler, donc en fin 2023, on a pu recommencer, alors j'ai oublié de vous dire, mais vous l'avez compris, les plans avaient été refaits entre-temps par Lévon Vassilian, avaient été remis au ministère de la Culture, avaient été agréés, etc. Donc on a pu recommencer à travailler vers la fin 2023, vers octobre 2023. Ici, vous voyez ce que vous voyez devant, c'est un bâtiment qui existait. Seul le rez-de-chaussée, apparemment, est de la même époque que l'église. Tout le reste, ça date de l'époque soviétique, ça a été rajouté, ça a été reconstruit, et ça servait certainement d'entrepôt, d'étable, de ce qu'on veut, etc. Donc on a décidé effectivement, ce bâtiment en plus était disgracieux et cachait une grande partie de l'église. On a donc décidé de le détruire, tout au moins toute la partie avait été rajoutée, ce qui nous a permis, mine de rien, de récupérer les pierres qui nous ont permis à faire les murs de soutènement. On est aussi dans le cadre d'une association, nous on travaille avec ce qu'on a, donc tout ce qu'on peut récupérer, est toujours intéressant. Donc on a démoli ce mur, cette maison en partie, on a gardé que le rez-de-chaussée, toutes les pierres, une bonne partie des pierres a servi pour les murs de retenue des terres, le restant a servi pour la construction, voilà, ça c'est ce qui reste quand la première partie a été démolie, ça c'est l'arrière de l'église. C'est cette partie-là qui a été démolie en 2024. Cette partie-là a été démolie en 2024. Les travaux ont pu commencer avec... Alors, le premier problème qu'on a eu, c'est qu'effectivement, quand on a creusé pour les fondations, on s'est aperçu que les rochers venaient beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, puisque l'église est construite sur les rochers. Il était hors de question, bien entendu, de toucher ces rochers, donc il a fallu qu'on consolide et qu'on coule une poutre béton très importante. Alors ce que vous voyez là, je dis ça pour les néophytes, mais enfin bon, les ferrailles que vous voyez, c'est les poteaux en béton qui vont être construits, qui vont faire l'ossature principale. Et puis après, tout ça va être habillé en pierre. Voilà, donc ça c'est la construction des murs qui commencent. Voilà. Ça, quand on est arrivé au tiers du bâtiment, en creusant, on a trouvé
voilà, c'est une jarre. On ne s'en rend pas très bien, mais c'est une jarre. Donc, il a fallu arrêter ses travaux et faire venir les archéologues pour qu'à nouveau, ils refassent des fouilles. C'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, maintenant, on a un gros trou à la place. Mais ça nous a permis aussi aux archéologues de trouver des pierres remarquables comme celle-là et comme d'autres. Voilà. Ça, c'est la vue est du bâtiment reconstruit, du bâtiment sud, c'est-à-dire celui qui est à côté de l'église. Voilà. Voilà, avec sa terrasse devant. Alors ici, effectivement, pour vous dire combien c'est compliqué quand même, parce qu'ici, il y a eu une petite erreur qui a été faite. Cette terrasse devait aller normalement plus loin. Elle devait sortir un petit peu. Voilà. On le voit sur les plans. Donc cette partie-là a été loupée par l'architecte, par l'entreprise et par moi. Bon, au moins on est tous solidaires. Donc on va rectifier ça, bien entendu. Voilà, a priori, il n'y a rien de spécial. Ça, ce sont les volontaires qui sont venus l'année dernière et qui ont travaillé sur les murs de l'église où il y avait des enduits qui avaient été faits qui n'étaient pas très esthétiques. Donc, effectivement, ils grattent ces enduits pour qu'effectivement, on puisse retrouver quelque chose de propre et de net. Voilà. Ça, parallèlement au chantier, on a également, pendant la même période, on a une campagne dite enfance. Voilà, ça c'est Armand Nalbandian, qui est donc l'archéologue qui s'occupe des fouilles. Ça a permis de faire venir ses enfants et que Armand Nalbandian leur explique l'histoire, la manière de faire, etc., tout ce qui se passe dans cette église, et qui permet effectivement de connaître pour eux, de connaître leur propre patrimoine et surtout de les initier au patrimoine. Voilà, ça c'est la partie du narthex qui reste, c'est la seule partie qui reste. Derrière, on voit en filigrane, on voit les bâtiments prélatures qui sont au nord et à l'ouest, qui sont dans un deuxième temps, qui vont être reconstruits également, enfin on espère tout au moins. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme a dit Adam tout à l'heure, et ça je voulais vous signaler, c'est que Terreculture, après la mort de Stéphane Nalbandian, jusqu'à présent, c'est lui qui menait tout là-bas. Terreculture a décidé qu'effectivement, on allait travailler d'une manière un peu différente et qu'on allait faire les choses un peu comme on fait ici en France, c'est-à-dire avec des contrats, avec des devis, avec des choses qui sont tangibles. Et ça, c'est assez compliqué parce que d'abord là-bas, les devis ne sont pas faits de la même manière que nous. Les ingénieurs béton sont intégrés avec les architectes. On n'a pas de calcul, on n'a pas de choses comme ça. Il faut s'adapter à tout ça. Ce n'est pas toujours facile, c'est même un peu compliqué, mais il faut y arriver. Il faut y arriver. Ils mettent de la bonne volonté de leur côté en travaillant comme nous, on leur demande. Et nous, il faut qu'on mette de la bonne volonté de notre côté pour pouvoir effectivement travailler avec eux. Et on y arrivera, on y arrive. Déjà, on a fait des bons pas en avant, et je pense qu'on en fera encore, et ceux qui prendront ma suite, voilà, auront ce travail-là à faire en priorité. Voilà, merci. Juste deux mots pour conclure, merci Gilles. Donc, une vue du projeté actuellement. Donc, en rouge, vous voyez ici le bâtiment qui est actuellement du Carabine. C'est aussi la zone où il y a eu des fouilles. L'objectif, du coup, vous l'avez compris si vous le voyez en plan, c'est de reconstruire ces bâtiments. Donc, j'ai pas vu. Ici oui. J'ai pas vu, oui. Oui, excuse-moi, je prends la minute, 2 minutes parce que c'est important. Pardon, merci. Oui, excusez-moi. Comme c'est pas moi qui appuie sur le bouton, j'ai pas fait attention, excusez-moi. J'aurais dû normalement, mais je suis pas très bon technicien, je suis mécanicien. On a un problème. Le linteau qui est au-dessus de la porte d'entrée, qui était fissuré, s'est cassé. Comme vous le voyez, il penche légèrement à gauche et à droite. Bon, logiquement, quand il se coince comme ça, normalement, il ne devrait pas bouger. On a quand même ferraillé un petit peu pour soulager un peu, et on voudrait changer ce linteau. Parce qu'on a deux solutions. Ou on ferraille, mais après, il y a un problème d'esthétique, comment on va faire pour cacher tout ça, ou on change cette pierre. Cette pierre, c'est quand même une pierre qui fait à peu près 1,20 m, 1,30 m de long, qui fait 50 cm de large, donc c'est un granit, donc il faudra retrouver. Donc il y a toute une technique. Alors là, encore une fois, on a fait ça d'une manière assez professionnelle, c'est-à-dire qu'on a demandé à un ingénieur structure de faire les calculs et de nous dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour les étaiements, etc., les ferraillages qu'il faut, etc., et tout, pour changer cette pierre. Dès que l'ingénieur béton aura rendu son verdict, effectivement, on demandera à l'entreprise de faire un devis et on va faire cette pierre. C'est important de la faire parce que ça fait quand même un moment qu'elle est fissurée et malgré tout, on a beau dire ça devrait tenir, on n'est jamais sûr.
Donc, ça serait quand même très dommage qu'elle s'effondre, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui fréquente cette église. Il y a nous qui travaillons là-bas, il y a les volontaires, il y a tout ça. Donc, ça serait quand même... Donc, pour nous, la priorité est quand même là-dessus, en même temps que continuer, effectivement, le bâtiment sud et de terminer le bâtiment sud. Merci à vous, excusez-moi. Voilà. Merci infiniment. Méliné, merci beaucoup d'être là et merci aussi d'avoir opéré si bien sur le chantier. Méliné Milirician est restauratrice de peinture. Elle est diplômée de l'Institut national du patrimoine. Merci de m'accueillir. Donc j'ai eu la chance donc, et l'honneur de mener ce chantier de restauration de peinture murale entre juin 2018 et juin 2019. Donc déjà pour commencer, quelques photos un peu qui donnent des ambiances, des couleurs différentes de Merli. Donc là-haut, c'est mes photos qui montrent Merli dans des couleurs très chaudes entre la terre et l'eau. Et en bas, une plus vieille photographie donc, qui montre Merli plus dans des camailleux. Et à côté, un tableau de Tadej Vossian, un peu, je trouve, dans le style de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Quoi. Voilà. Donc, quelques ambiances un peu colorées pour démarrer. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je n'en reviens pas. Donc, il y a 3 églises dans Merli, Saint-Sarkis, Sainte-Mère-de-Dieu et donc Merli. Donc, quand on rentre dans l'église, nous, on a travaillé sur 6 peintures. Donc, les peintures 1 et 2, qui représentent des saints cavaliers. Et ensuite, les peintures 3 et 4, qui sont des anges protecteurs. Et ensuite, des hommes d'église, qui sont les peintures 5 et 6. Tout autour des peintures, il y avait des frises décoratives, ainsi que au niveau de l'abside. Et sur ces frises-là, nous sommes pas, par manque de temps, nous ne sommes pas intervenus au moment du chantier. Donc, a priori, l'église fut construite au tournant du XVIe, XVIIe siècle. Je crois que c'est les Rajkal et les graffitis qui ont permis de conclure à ces datations. Quant aux peintures, on a trouvé 2 datations différentes, 1793 et 1744, donc peut-être 2 époques de peinture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de Merli, il y a un autre village, le Karchevan, avec une église. Et on retrouve en fait dans cette église une peinture, un ange qui est très très proche de l'ange qu'on retrouve à Merli et qui est elle aussi datée de 1793. Donc peut-être qu'à cette période-là, il y a eu un modèle iconographique qui a essaimé dans la région, mais en tout cas, c'est une piste iconographique intéressante à étudier. Donc la mission, on a démarré, donc il y a eu d'abord une mission d'études en juin 2018. Donc je suis allée sur place avec un confrère. Et donc pendant quelques jours, nous avons étudié les peintures. Donc le but, c'était d'identifier toutes les dégradations, de comprendre de quoi souffraient ces peintures. Et ensuite, on a reporté toutes nos observations, les dégradations, sur des relevés. Et le deuxième but de cette mission, c'était aussi d'identifier les matériaux, comprendre avec quoi les peintres avaient peint. Donc, ces données-là sont intéressantes pour enrichir l'histoire des connaissances de la technique de la peinture murale, mais aussi de comprendre quels sont les matériaux sur lesquels on doit travailler pour essayer de mettre en place un protocole de restauration le plus adapté possible. Donc on a fait des tout petits prélèvements. Là, les photos sont très très grossies, mais c'est vraiment de la taille d'une tête d'aiguille. Et après, nos prélèvements ont été ramenés avec nous en France, ont été analysés par le laboratoire, qui est dirigé par Marie-Pierre Etcheverry. Et après, donc, en fait, la matière picturale qu'on a ramenée, elle les inclut dans des résines et elle fait des coupes. Et après, elle analyse tout ça avec différentes techniques d'analyse pour essayer de comprendre quels sont les enduits, les pigments, les liants, etc. Donc en fait, on a retrouvé une stratigraphie de la peinture. Donc on a le mur en maçonnerie. Entre la pierre, on a des joints de pierre. Par-dessus, sur cette maçonnerie, au niveau des angles, les artisans de l'époque ont mis un enduit pour vraiment avoir des angles très nets. Après, on a un torchis. Après, on a l'enduit blanc. Et ensuite, on a la couche colorée. Et donc, pour chacune de ces stratigraphies, on a essayé de comprendre les matériaux qui avaient été employés par les artistes.
Donc au niveau des joints de pierre, sans rentrer dans le détail, mais en gros, on a une composition essentiellement à base de roches granitiques. L'enduit qui est appliqué dans les angles, il est à base de plâtre. Le torchis à base d'argile, de sable et de végétaux divers. L'enduit qui a même sous les peintures, on l'a qualifié de stuc plâtre, c'est-à-dire que c'est un enduit à base de plâtre, mais dans lequel on a rajouté différents composants pour essayer de jouer sur les compositions physiques ou techniques de cet enduit. Donc, dans le plâtre ont été ajoutés différents matériaux, donc de la chaux, des éléments végétaux, du sable et de la colle. Et donc, c'est ce qu'on appelle le stuc plâtre. Et ce qui est intéressant, je suis un peu essayé d'élargir mes recherches, mais il y a une thèse intéressante qui est sortie en 2014 qui a analysé tous ces différents monuments en Iran qui ont utilisé du stuc plâtre. Donc, je suis en train un peu d'essayer de faire des comparatifs entre ce qui a été utilisé à Mehri et dans d'autres monuments en Iran. Et au niveau de la couche colorée, on a essentiellement trouvé un liant à base de protéines, donc peut-être une colle ou une gomme, en tout cas, ce n'est pas une peinture à l'huile. Et au niveau des pigments, bon, on ne s'est pas attardé sur le sujet parce que ça n'apportait pas grand-chose, mais voilà, on a quand même décelé la présence d'un rouge minium et de bleu azurite. Donc une fois qu'on a fait cette mission, l'année d'après, donc on repart pour mener le chantier. En mai, avant qu'on démarre le chantier, donc il y a une réunion préparatoire avec la commission des monuments historiques qui vient à Mehri avec nous. On leur explique ce qu'on va faire sur les peintures, donc ils valident notre intervention. Gila, il nous livre en urgence les échafaudages et on démarre donc le chantier avec 2 autres collègues. Donc, je ne vais pas rentrer sur toutes les étapes de nos interventions. Je vais juste m'attarder sur une problématique, c'est qui est celle de la restauration, de la retouche, parce que je pense que c'est là que notre responsabilité est importante, parce qu'on touche à l'image. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des choses à expliquer, parce que c'est l'image qu'on laisse finalement. Et les gens ont peut-être besoin de comprendre nos choix de restauration. Donc, comme vous le voyez, on a une peinture qui est très lacunaire, avec beaucoup de manques dans la peinture. Et dans notre métier, il y a une déontologie qu'on doit appliquer avec des principes. Et un de ces principes, c'est de retoucher une peinture sans jamais l'interpréter, afin de préserver au maximum l'authenticité de l'œuvre. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur ces peintures. On a vraiment décidé de ne pas interpréter. Donc, on a mis de la peinture, là seulement, où on savait que la couleur à l'origine était comme ça, ou sinon quand on savait aussi que la ligne avait cette inclinaison. Mais dès qu'on commençait à avoir un doute, on devait s'arrêter. Voilà. C'est un des principes, c'est qu'on ne doit pas se substituer à la peinture originale et à la volonté de l'artiste. Donc on a mené une intervention vraiment minimaliste, qu'on pourrait peut-être qualifier de style archéologique, mais l'état de dégradation était tellement avancé de ces peintures qu'on ne pouvait finalement pas faire un autre choix que ça. Donc là, sur la tête de ce cheval, en fait, voilà, ça vous montre avant et après retouche comment on a travaillé. On a vraiment mis de la peinture que là où on n'avait pas de doute. Voilà, donc en zone plus grande, le cheval, voilà, ça vous donne une idée de notre travail après retouche et du niveau sur lequel on a décidé de s'arrêter. Et pour aller encore un peu plus loin dans cette idée de ne pas trahir l'original, quand on appliquait la peinture, on l'appliquait sous forme de petits traits verticaux. C'est la technique du tratteggio, donc c'est une technique de retouche qui a été mise au point par les Italiens, justement quand ils sont face à des peintures comme ça très lacunaires. Donc l'idée, en fait, c'est que de près, on voit tous nos petits traits, donc du coup, on voit vraiment où est notre intervention de restauration. On ne peut pas la confondre avec l'original. Et dès qu'on se recule à 1 mètre, 2 mètres, par la magie de l'optique, nos petits traits, ils ne se voient plus, donc ça ne gêne pas du tout la lecture de l'œuvre pour le public. Donc voilà, en essayant de jouer sur cette technique, ça nous permet de complètement satisfaire notre déontologie. Donc on a travaillé comme ça sur toutes ces peintures. Donc c'est un exercice difficile parce qu'on a vite fait de commencer à basculer dans l'interprétation. Donc voilà les scènes avant et après retouche. Voilà, donc le chantier est fini. Bon, peut-être pas totalement, c'est sûr que ces peintures, peut-être qu'on pourrait à nouveau les regarder maintenant avec un peu de recul et reprendre peut-être certaines choses. Voilà, ça c'est des choses qui restent à discuter. Je pense qu'il y a quand même un petit peu encore de travail, peut-être de recherche à faire au niveau de l'iconographie, des inscriptions, des datations, en vue
ce serait bien peut-être d'envisager peut-être des publications à l'international dans des revues de conservation-restauration. Il y a la revue Codex m'avait demandé un petit article très grand public sur la restauration. Mais voilà, je pense que pour continuer de faire vivre ces peintures, ce serait bien maintenant d'en parler au niveau à l'international, vraiment dans des choses plus spécifiques à la conservation-restauration. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous présenter ce chantier, mais c'est surtout un travail d'équipe. Alors merci donc à tous les collaborateurs du projet, sans qui ce sauvetage des peintures n'aurait pas pu avoir lieu. Donc voilà, donc je vous laisse parcourir les noms de toute l'équipe. Merci pour votre écoute.